on va remettre les choses un peu dans leur contexte et comprendre ce qui s'est passé en 2008 et en 2009, de voir également quelles en sont les conséquences actuelles et puis aussi les conséquences, bien sûr, pour l'avenir. Alors, tout d'abord, sans s'étendre trop sur la crise, parce qu'on en a quand même déjà beaucoup parlé, est-ce que vous pourriez rapidement nous resituer les choses en rappelant tout simplement, en fait, d'où vient cette crise ? Bien, cette crise, elle vient d'un excès d'endettement aux États-Unis, également dans d'autres pays. On peut penser à l'Espagne et à l'Irlande, mais enfin, c'est venu des États-Unis. Derrière cet excès d'endettement, il y a deux choses. D'abord, les fameux déséquilibres internationaux, qui est une façon politiquement correcte pour parler du déficit extérieur américain, à partir du moment où on fait largement recours à des importations en provenance de pays à bas coût, on tient l'inflation vers le bas. La politique monétaire, dès lors, est extrêmement accommodante, les taux d'intérêt sont bas, on a intérêt à s'endetter. Les recettes en devises liées aux importations des États-Unis, recettes qui vont en Chine ou ailleurs, sont recyclées vers les États-Unis pour acheter des bons du Trésor, des obligations d'État américaines, ce qui pèse une deuxième fois sur les taux d'intérêt. On s'endette. On arrive à un niveau où tous les gens qui sont à peu près solvables se sont endettés, donc on cherche à endetter les moins solvables. Et finalement, on arrive à une bulle. Donc, à mon avis, les déséquilibres internationaux et la politique monétaire irresponsable sont à l'origine de cela. S'ajoute naturellement, quand les taux sont bas, la recherche de rendement. Et la recherche de rendement, naturellement, ça conduit à un certain nombre de turpitudes dont on a tous entendu parler. Amener les gens qui sont insolvables à s'endetter de manière excessive, naturellement, on connaît les conséquences. Il y a d'ailleurs un film qui est sorti récemment, je ne vais pas faire de publicité, qui explique très bien tout cela. Bon, alors, du côté qui nous intéresse peut-être un petit peu plus en Europe, vite fait, pour faire le tour du monde, il y a deux sortes de pays. Il y a des pays qui s'étaient engagés également dans un excès d'endettement privé, Espagne, Irlande, par exemple. Donc ces pays-là ont devant eux une réparation des bilans ou de la situation financière, notamment des ménages. Donc ça prend un certain temps. Vous avez d'autres pays dans lesquels on peut mettre l'Allemagne, un certain nombre de pays, de petits pays d'Asie, je ne parle pas de la Chine ni de l'Inde, qui ont hérité, j'allais dire, d'un certain nombre de conséquences négatives de cette crise à travers la récession, les effets sur les exportations, le commerce extérieur, mais c'est reparti assez vite. Dès le tournant 2009-2010, la plupart des pays d'Asie qui avaient été très fortement touchés, des petits pays très ouverts, du type Singapour, Taïwan, Corée, etc., avaient déjà retrouvé leur niveau d'activité d'avant-crise. Bon, c'est plus long en Europe. Alors justement, est-ce qu'on est tous égaux face à la crise ou est-ce qu'elle a impacté différemment certains pays et plus que d'autres ? Les pays qui sont les plus fortement impactés, c'est ceux qui doivent se payer, si je puis dire vulgairement, la réparation d'un excès d'endettement qui va durer pas mal de temps, historiquement, quand on regarde toutes les crises couplées du secteur immobilier et du secteur bancaire, en général, ça dure 5, 6, 7 ans. Il y a eu des exemples il y a une vingtaine d'années dans les pays nordiques, en Angleterre. Les prix de l'immobilier s'effondrent, ils restent bas très longtemps et ça prend beaucoup de temps pour en sortir. Une des conséquences de cela, ça a été la fameuse crise de la dette souveraine européenne dont vous allez peut-être me parler tout à l'heure, je ne sais pas. Alors, les conséquences actuelles, là nous sommes en début 2011, on en est où ? Alors c'est compliqué parce qu'il y a des événements nouveaux depuis quelques semaines qui ont été évoqués avec des répercussions sur le prix du pétrole. Donc si on fait l'hypothèse que le prix du pétrole déjà reste là où il est, dans les autres 110, 120 $, ça dépend si on prend du Brent ou du WTI, naturellement ça a pour premier effet de ronger le pouvoir d'achat, puisqu'il n'y a plus d'indexation dans pas mal d'endroits, et donc ça ralentit quelque peu la croissance. Il y a un transfert vers des pays qui épargnent beaucoup, qui achètent des bons du Trésor américain, d'ailleurs, des pays de l'OPEP, tout ça. Bon. Nous sommes confrontés, si on prend la France, si on prend l'Europe, la zone euro, nous sommes confrontés à une situation où on va avoir une croissance modeste, la reprise est là, 1,5% d'après le scénario BNP Paribas. Pour la France, légèrement en plus. Enfin, c'est de l'ordre de la marge d'erreur, 1,6, 1,7 pour la zone euro. C'est pas quelque chose de formidable, mais c'est dans la moyenne de ce qu'on a connu depuis 15 ans, dans le fond. La raison qui est derrière cela, c'est le fait que vous avez quelques pays
qui sont en phase de consolidation budgétaire ou de réparation de l'endettement, hein, c'est les fameux PIGS, comme disent les Anglais, et d'autre part, vous avez l'ensemble des pays depuis cette année, c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour la France, qui se sont lancés également dans des efforts de réparation de leur situation budgétaire, et donc ça pèse légèrement en France et en Allemagne sur l'activité, bien sûr. Aux États-Unis, c'est quelque chose d'autre, c'est une exception. On parlait de l'exception française, moi je dirais que c'est l'exception américaine, parce que vous avez un pays où personne ne sait où va le déficit public, on sait plutôt qu'il n'y aura rien de fait dans les années qui viennent, il y a des élections en 2012. Vous avez un pays qui a 15 de recettes, 25 de dépenses, 10 de déficit. On veut éliminer le déficit, pas augmenter les impôts et ne toucher ni aux pensions, ni à la retraite, ni à la sécurité, ni à l'armée. Personne ne comprend, mais tout le monde est content, donc c'est très bien. Est-ce que ce qui est en train de se passer maintenant, vous le disiez, hein, c'est très compliqué, mais est-ce que cette crise a impacté le monde de façon irrémédiable? Les choses ne seront plus jamais comme avant, ça ne se reproduira plus, comment ça va se passer? Si vous voulez, il y a différents types d'impacts, bien sûr. Bon, je crois que, comment dire, il y a une redéfinition de la donne, ne serait-ce qu'en termes de poids relatif de telle région par rapport à telle autre. Ça a accéléré les choses. La baisse du poids relatif des États-Unis, elle est là, etc. Et donc vous avez une accélération de la montée en puissance d'un certain nombre de pays. Il ne s'accélère pas, mais comme les autres montent moins vite, évidemment. Et donc on pense aux pays d'Asie, aux BRIC, Brésil, etc. Bon. Ça, je crois que c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, je prends l'exemple des États-Unis. J'avais écrit un papier il y a un an en disant le marché du travail américain s'européanise. Là, vous avez quoi? Aux États-Unis, vous aviez, ils avaient connu une grande récession au début des années 80. Il y avait un chômage de l'ordre de celui qu'ils connaissaient il y a quelques mois. Mais vous aviez toujours, comment dire, une durée moyenne du chômage qui était de 3 mois. Donc, c'était un marché du travail très flexible. Avec cette récession qui était importante, vous avez un allongement de la durée du chômage. Ça ressemble de plus en plus à ce qu'il y a ici. Derrière ça, la possibilité de croître fortement et de manière durable aux États-Unis n'est plus ce qu'elle était. Il y a un impact qui est là également sur la manière dont fonctionnent les économies. Et puis, il va sans doute y avoir, en tout cas en Europe, c'est très compliqué à cause des politiques. On sait tous ce qu'il faut faire pour régler cette crise européenne, mais enfin, c'est pas évident à mettre en œuvre. Il va y avoir beaucoup plus de sérieux, j'imagine, du côté de la gestion des finances publiques.